Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par une parade de candidatures à moins de 3 mois des présidentielles du 7 septembre prochain. L'opacité, l'immobilisme et le désintérêt des Algériens demeurent les titres de ce rendez-vous. Une élection présidentielle qui s'annonce une fois de plus comme le théâtre dont l'issue semble décidée d'avance. Si la candidature du président sortant Al-Majid Tebboune n'est pas encore officielle, des partis qui constituaient l'ancienne alliance présidentielle à l'époque de Bouteflika œuvrent déjà à sa réélection. La candidature du chef de l'État pour un second mandat, motivée selon eux par le désir de permettre à Al-Majid Tebboune de disposer du temps nécessaire pour achever les réformes et projets sociaux, économiques et institutionnels. L'objectif proclamé est de jeter les bases d'un renouveau national impliquant chaque citoyen algérien. Toutes les 5 années ou à l'occasion de chaque rendez-vous électoral, un engouement spectaculaire de la classe politique. On assiste alors aux mêmes scènes, aux mêmes discours déjà vus et entendus dans l'ancienne Algérie. L'Algérie nouvelle est à chaque occasion rattrapée par l'Algérie ancienne. Sur ce plan, rien n'a changé et rien ne changera. La classe politique algérienne a compris que pour son intérêt matériel et sa survie politique, il vaut mieux être à proximité du pouvoir, car tant que l'armée désigne le futur président, il n'y a aucun espoir d'accéder au pouvoir et encore moins le changer. Dans le même ordre, l'Algérie appelle à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Durant la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Alger, le chef de l'État a exprimé sa volonté de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, dont l'Algérie est membre non permanent pendant les 2 prochaines années. M. Attaf, le ministre des Affaires étrangères, a indiqué que cette rencontre se tient aujourd'hui dans un contexte international d'une gravité et d'une complexité extrême. Un contexte qui a remis au premier plan des priorités impérieuses. Le dossier de la réforme de l'organe central de notre organisation onusienne, à savoir le Conseil de sécurité. Dans le même ordre, Al-Majid Tebboune s'est rendu en Italie pour assister au sommet du G7, à l'invitation de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Outre l'Algérie, le roi de la Jordanie ainsi que les dirigeants de l'Ukraine, de l'Inde, du Brésil, de l'Argentine, de la Turquie, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Kenya et de la Mauritanie, qui assurent la présidence de l'Union africaine, sont aussi invités. À la veille de l'Eid, les Algériens peinent à faire face à la cherté de la vie. Les poussées vertigineuses de l'inflation mettent l'économie face à des défis majeurs, auxquels aucune augmentation salariale n'est en mesure de produire de l'effet sur le niveau de vie des citoyens. Une situation socio-économique inquiétante pour une grande partie de nos concitoyens. La cherté de la vie est devenue la première source de problèmes et des soucis quotidiens des Algériens. Et des pans entiers de la société ont basculé dans la précarité. Entre le discours officiel du pouvoir sur la situation économique, les chiffres et la réalité socio-économique des Algériens, le décalage est énorme. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc, rétro-info de la semaine, on va revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Bien sûr, la situation politique, l'Algérie nouvelle, la militarisation de l'État. On va commencer bien sûr par ce sujet, ce thème. Donc, vous savez que les élections présidentielles donc, sont prévues le 7 septembre prochain. Le deuxième thème de cette émission
Tebboune appelle à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, donc le volet diplomatique, la visite aussi ou l'invitation d'Ahmed Tebboune au G7. Mais aussi, on va finir avec la situation socio-économique entre le discours officiel et la réalité. Donc c'est la politique, c'est ces sujets-là qu'on va entamer ce soir dans notre émission. Et j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Le plaisir est pour moi et bonsoir tout le monde. Barakallahu fik. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Mourad Ifsah, qui est consultant, membre fondateur du comité de citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Mourad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir c'est Nasser, bonsoir à votre invité, et bonsoir à tous nos compatriotes qui nous écoutent. C'est juste une précision, je suis consultant au système d'information, donc je travaille toujours en activité dans une entreprise, dans un groupe international. Très bien. Marhaba bik, c'est Mourad, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir depuis Alger Monsieur Mnawar Djadi, qui est ancien député, président de la Commission des Transports et des Télécommunications de l'AMP, de l'Assemblée nationale populaire, qui est avec nous depuis Alger par téléphone. Si Mnawar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah ysalmek. Bonsoir, si Nasser, à vous inviter. ainsi que les téléspectateurs de votre chaîne المغربية ونقول لكم صحة عيدكم. بارك الله فيك. صحة عيدك سي منور. صحة عيدك وعيد مبارك كل الجزائريين أينما كانوا وكل المسلمين. On va commencer bien sûr donc avec la situation politique que vit notre pays à quelques mois, même pas 3 mois donc de cette élection présidentielle anticipée. Quel est donc le bilan donc de cette situation. Hamid Lellou, je vais commencer cette émission avec vous, bien sûr, si c'est possible. Donc, on va aller soundbite 8, nos amis de la régie. Donc, on va entendre ces déclarations des politiciens, mais aussi des personnes, des responsables politiques qui sont candidats à cette élection. On en compte, je pense, 14 candidats jusqu'à maintenant. Donc, il y a un engouement politique. Comment peut-on l'expliquer, cet engouement? On va écouter donc ces déclarations. Je reviens juste après à mes invités. امرأة وحق دستوري اللي عندي حق باش نترشح وباش نمثل المرأة الجزائرية باش نوريو بلي المرأة الجزائرية عندها مكانة وتقدر تعمل معجزات. وعلاش لا؟ مكسيك امرأة وإيران ترشحت امرأة، تنزانيا امرأة. تحديات تاع البلاد داخليا سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجيوسياسية تحتم علينا باش اليوم نعطيو فرصة لبلادنا باش كل الجزائري والجزائريات اللي يحملوا مشروع بديل. مانيش سياسي رياضي بصح نتبع. هاني نشوف بلي السي عبد المجيد تبون ما راهش يشوف اليوم، راه يشوف الغدوة أو يشوف بعيد. ها وإن شاء الله الجزائر تولي هي أول بلاد في العالم المعجورة التي تخاطب الشعب الجزائري من الضفة الأخرى، وكذا تلك الكيانات الوظيفية والإرهابية التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها ووحدتها الترابية، بأن المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الرد المفحم والقاسي على هؤلاء وأولئك. Donc, vous avez entendu donc, ces déclarations. Saïda Nzra, qui se déclare candidate à cette élection présidentielle, Narza, pardon, donc, qui se déclare candidate à cette élection présidentielle, mais aussi le FLN qui soutient la candidature d'Al-Majid Tebboune. Votre réaction, Hamid Lellou, par rapport à, donc, à cette situation que vit notre pays? On est à quelques mois de cette élection présidentielle, même pas 3 mois. Donc, comment expliquer donc cet engouement politique
Mais jusqu'à maintenant, des partis qui soutiennent la candidature d'Ahmed Tebboune, alors que Ahmed Tebboune n'est pas candidat jusqu'à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas candidat donc à cette élection présidentielle. Ces élections, en effet, elles sont importantes du fait que c'est les premières après le forcing qui a été fait contre le Hirak, la contre-révolution contre le Hirak. Avoir 14 candidats, avoir 20 candidats, ça ne veut pas dire grand-chose parce que on a affaire à une administration qui obéit à la police politique et qui organise ces candidatures. Et être candidat ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils vont même arriver à être mis sur le bulletin de vote. Autre chose, l'intérêt, beaucoup d'Algériens, je pense, comme moi, s'intéressent à ces élections, c'est le fruit du Hirak. Pourquoi ? Parce que pendant très très longtemps, je dirais depuis des décennies, les Algériens se sont inscrits dans cette logique d'abstention. Ils ne s'intéressent pas à la politique, ils savent que leur voix ne compte pas, ils ne sont pas considérés et on vit devant le fait accompli. C'est un régime politique qui s'est transformé en régime mafieux politique, a été imposé aux Algériens. Sauf que le sursaut de Hirak de février 2019 a fait que les Algériens maintenant prennent conscience de l'importance de l'activité politique et que rien ne changera pour eux et rien de bon n'arrivera au pays et aux générations actuelles et futures si on ne prend pas les choses en main. Et c'est pour ces raisons que maintenant, le plus important, c'est le boycott, un boycott actif où moi, j'appelle solennellement depuis cette tribune tous les activistes politiques algériens indépendants où qu'ils soient, pour qu'ils appellent à ce boycott actif, pas à l'abstention, boycott actif. Il faut refuser cette mascarade électorale parce qu'on sait que ce soit Tebboune, que ce soit Mihoubi, que ce soit Assoul, si c'est un candidat du régime, il va passer. Après, c'est la forme. Peut-être que le régime s'est adapté en changeant un petit peu son mode de fonctionnement. En outre, comme vous l'avez bien présenté, Tebboune, soi-disant, n'est pas encore candidat. Est-ce que dans les hautes sphères de l'État, ils ne se sont pas mis d'accord, enfin l'État, je veux dire la police politique, ne se sont pas mis d'accord pour valider la candidature de Tebboune ou bien ils font semblant parce qu'ils veulent dérouter l'opinion publique algérienne, l'avenir nous le dit. Très bien. C'est Mnowar Jadi, yani, le FPI a donc a approuvé, si on peut dire, ou a appelé à voter pour Ahmed Tebboune et jusqu'à maintenant, ou soutenir la candidature d'Ahmed Tebboune, alors que jusqu'à maintenant, on ne sait pas donc si Ahmed Tebboune va être candidat pour cette élection présidentielle. Ou comment peut-on expliquer la position du FLN, Mnowar Jadi, alors qu'on est en train de voir une scène politique qu'on peut qualifier de carnaval fi Dachra, Mnowar Jadi. C'est des scènes qu'on a vues auparavant, du temps du feu de Bouteflika Rabbi Rahmou. C'est les mêmes partis qui ont soutenu Bouteflika soutiennent Abdelmajid Tebboune aujourd'hui. La question qui se pose aussi, ou qui s'impose, c'est elle est où cette nouvelle Algérie? وين راهي هذا الجزائر الجديدة؟ سي منور جعدي. شكرا. Merci, c'est bien. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur il faut qu'on soit respectable et respectueux. Carnaval Vidéchra, je dis non. Ce n'est pas le terme exact et je suis contre ces termes, je dirais, mal placés. En ce qui concerne le Front de la Libération nationale, depuis 2019, nous soutenons le programme de M. le Président. Nous étions avec lui en 2019. Nous avons soutenu son programme durant les 4 années précédentes. Nous avons vu ce qui a été réalisé depuis 2019, toutes les réalisations positives
qui ont été réalisés sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan social et économique. Nous avons appelé lors de la 3e session du comité central du Front de Libération Nationale de demander à M. Tebboune, président de la République, Abdelmajid, qui se présente à briguera deuxième mandat, Inch'Allah, 2024-2029. Donc le FLN a été toujours à côté de M. le Président et personne ne peut nier, on ne peut pas cacher, comme on dit, le soleil avec un tamis. Toutes ces réalisations sont là. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui voit et fait semblant de ne pas voir. Aujourd'hui, l'Algérie est sur des bons rails. L'Algérie, sur le plan économique, elle a réalisé de très bons résultats, soit sur le plan macroéconomique ou sur le plan microéconomique. Sur le plan social, les chiffres sont là, qui ont été approuvés par les grandes institutions internationales, telles que le FMI, la Banque mondiale et le FA. Sur le plan politique aussi, depuis 2019, il y a une rigueur. Je dis bien une rigueur et je souligne ce mot-là, ce terme. La rigueur sur le plan politique. En politique, la démocratie, ce n'est pas de l'anarchie. La démocratie, ce n'est pas celui qui dit n'importe quoi et qui réunit les gens dans la rue et leur dit des choses non sensées. La démocratie a des règles. Notre pays a une convention approuvée par notre peuple en 2020. Et il faut que chacun de nous, chaque citoyen, doit respecter cette convention. Nous avons des lois qui doivent être respectées par tout citoyen. La loi est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut être au-dessus d'une loi ou au-dessus de la convention, de la convention. Donc, ce que je peux dire, et on verra, Inch'Allah, le 7 septembre, il y aura une participation qui dépassera les 50%. J'en suis convaincu. Le peuple algérien, il a vu maintenant les fruits de ce qu'a réalisé notre président. Il a vu, il est en train de vivre. Je dis bien qu'on n'a pas réglé tous les problèmes. Le président n'a pas réglé tous les problèmes. Je ne dis pas que nous sommes comme au Canada ou aux États-Unis. Il reste des choses à faire. Il y a des choses à refaire. Il y a des choses à améliorer. Il y avait des erreurs. Il y a encore. C'est en avançant qu'on découvre nos erreurs et nous les améliorons et nous avançons. C'est comme ça que les peuples avancent. Je ne dis pas que nous sommes arrivés au top, non. Et c'est pour cette raison-là que pour moi et pour la majorité du peuple algérien, c'est anormal que Abdelmajid Tebboune ne briguera pas le deuxième mandat. Pourquoi? Parce que son programme, il a réussi le premier mandat, Inch'Allah. Et les chiffres sont là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et nous arrivons sur votre programme, troisième point, on va élargir un petit peu la discussion. Absolument. C'est pour cette raison-là que les grands partis, le FLN à leur tête, demandent à M. le Président de briguer deuxième mandat pour qu'il continue ce qu'il a réalisé et en 2017, comme il a évoqué, que l'Algérie devient un pays émergent. Très bien, restez avec nous, Si Menawar Djahdi. Morad Yefsah, vous avez entendu Menawar Djahdi, qui voit bien sûr que l'Algérie est totalement sur la bonne voie, sur la question de l'ouverture politique, mais aussi cette Algérie nouvelle qui a été donc installée depuis 2019, depuis l'avènement d'Abdelmajid Tebboune. Votre réaction, Morad Yefsah? Je pense que effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction et comme il a été donc souligné par les interventions qui m'ont précédé,
les élections présidentielles du mois de septembre prochain sont une échéance importante de notre pays pour plusieurs raisons, dont la principale, c'est que dans notre Constitution, le président de la République, il concentre l'essentiel des pouvoirs. Quand on regarde la Constitution qui a été donc votée en 2020, on voit bien donc dans l'article 91 qui précise les prérogatives du président. Il est chef suprême des forces armées, il est responsable de la défense nationale, il arrête et conduit la politique extérieure de la nation, il préside le Conseil des ministres, il nomme le Premier ministre, il signe les décrets présidentiels, il dispose du droit de grâce, etc., etc. Et en plus de ça, il nomme les mandats prévus par la Constitution, aux emplois civils et militaires de l'État, aux désignations et arrêtés au Conseil des ministres, premier président de la Cour suprême. Et je cite, donc il y a énormément, donc le président de la République a énormément de pouvoir. Donc les élections prochaines sont vraiment très importantes. Pourquoi? Parce que elles vont décider donc du prochain président, donc pour les 5 ans à venir. Deuxième chose, c'est que les prochaines élections, elles auront lieu au mois de septembre. Donc le 7 septembre précisément. Des élections donc anticipées, et on voit effectivement que la campagne électorale, le débat public, le débat politique n'a pas commencé. Troisième chose, c'est que le président de la République a invité plus d'une vingtaine de partis politiques à une réunion, et il les a donc dans la lettre d'invitation, donc je lis dans la presse, donc il les invite à venir exprimer donc leur point de vue compte tenu donc du contexte politique national, mais aussi régional et international. Et quand on écoute, ça a été donc diffusé, donc on a eu, pour ceux qui s'intéressent donc à ce qui se passe en Algérie, donc on a écouté les différents représentants de partis politiques. Les partis politiques d'opposition qui sont attachés à la démocratie, qui sont attachés à la souveraineté du peuple algérien, indépendamment de ce qu'on peut penser de leur point de vue et de leur place dans l'échiquier politique en Algérie, tous ont souligné au minimum 3 aspects fondamentaux. Premièrement, le fait que le contexte national, régional et international est préoccupant pour l'Algérie. Deuxième aspect, le contexte national en Algérie est caractérisé par le fait, qu'il existe des détenus politiques, qu'il existe donc des détenus, donc des Algériens qui sont, comment dirais-je, empêchés donc de liberté et qui sont en prison. Troisième aspect, le fait que le contexte social et économique en Algérie vis-à-vis donc des plus larges masses, donc des millions d'Algériens, est préoccupant du fait que du chômage, de l'inflation et bien entendu donc de salaires qui ne permettent pas donc aux familles donc de vivre décemment. Donc quand on parle donc quand on met en avant ces aspects, on fait pas de la démagogie, hein. Je ne fais que citer donc des responsables de partis qui ont été invités par un président de la République en exercice et qui se sont exprimés librement. Donc je reprends les choses. Quatrième aspect, et qui est préoccupant. À 3 mois donc des élections, il y a donc un parti qui est connu, donc le FLN, qui est le parti unique, qui continue à disposer de privilèges, je dirais, constitutionnel, institutionnel, du point de vue donc de sa place, du point de vue des moyens financiers, du point de vue des moyens politiques dont il dispose, et aussi donc je dirais donc du clientélisme dont il dispose du point de vue des moyens de l'État. Aujourd'hui donc le parti FLN, à 3 mois des élections, est en train donc encore donc d'appeler le président en exercice pour être candidat, et que ce dernier donc pour l'instant n'a pas daigné répondre donc à cette sollicitation. Je pense que la situation est préoccupante. Soit effectivement, je termine et je pense qu'on pourra débattre. Soit cette élection est ouverte, ça veut dire que les tenants, ceux qui décident en Algérie, ceux qui ont le pouvoir en Algérie, aussi bien donc la partie civile et militaire en Algérie, ont décidé
de laisser le peuple algérien décider de son destin et choisir le prochain président. À ce moment-là, donc, on a besoin de le savoir. Et pour l'instant, quand on lit aussi bien les communiqués de la présidence que les différents éditoriaux donc, de l'JES, qui est le canal d'expression donc, de l'armée, pour l'instant, on n'a pas encore ces signaux qui disent qu'effectivement, on laissera le peuple donc décider de son destin et s'exprimer souverainement. Ça veut dire que les prochaines élections seront propres et honnêtes et il y aura un président qui sera réellement élu et qui va sortir des urnes. Très bien. Soit c'est autre chose, soit c'est autre chose, et à ce moment-là, c'est inquiétant parce que le débat n'a pas commencé, les médias ne sont pas ouverts, je dirais donc la scène politique n'est pas ouverte, des partis qui sont candidats aux élections présidentielles ne sont pas autorisés à organiser des meetings, des conférences débats, ne sont pas autorisés à agir librement tel qu'ils l'ont exprimé dans la réunion des partis avec le président de la République. C'est-à-dire qu'ils l'ont exprimé directement devant l'opinion publique nationale et internationale, directement au président de la République. Donc cette question-là est inquiétante. Très bien, restez avec nous, Mourad Diefsah. Je vais revenir vers vous, Hamid Lellou, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit. Mais puisque Mourad Diefsah a parlé aussi de la revue El Jaish, rappelons donc l'éditorial de la revue qui est sorti donc cette semaine. Le titre Algérie nouvelle, avenir meilleur, perspective prometteuse. Il a mis donc en exergue les réalisations de Al-Majid Tebboune. Donc, depuis 2019, sur les réalisations surtout économiques ou socio-économiques. Hamid Lellou. Oui, alors j'aimerais bien réagir. Merci pour l'opportunité. C'est Menouar Jadi. C'est Menouar Jadi, pour respecter Nana. Le FLN a supporté Tebboune en 2019. Faux. Vous avez supporté Bouteflika. Et c'est la rue, c'est le peuple algérien qui a imposé la non-élection de avril 2019. Donc il ne faut pas venir nous dire Bouteflika. Vous avez supporté Bouteflika, le peuple a dit non. Les choix du FLN ont toujours été imposés d'en haut. On se rappelle la phrase d'en haut, ça vient d'en haut. Donc c'est la police politique qui vous dit et qui vous impose les choix. Ça, c'est un. Tebboune, il est venu après. Le peuple a réussi à déjouer les élections d'avril 2019, juillet 2019, et le coup d'État est passé en décembre 2019. Les chiffres. Monsieur Menouar, les chiffres, ils sont truqués. Vous n'avez pas d'institut de statistiques indépendant qui donne des chiffres cohérents. Même la Banque centrale, des fois, on a eu des personnes qui ont osé et qui ont défié certains chiffres officiels. La démocratie. Mais de quoi se moque-t-on? Soyons sérieux. Vous et la démocratie, ça fait 10. Ça fait même pas 2, ça fait 10. Il y a tellement un écart entre le FLN et la démocratie. Parti unique depuis 60 ans, et vous continuez à travailler comme un parti unique, comme si Diefsah avait dit, vous continuez à bénéficier de tous les avantages sociaux et vous fonctionnez comme si c'était le Parlement lui-même. Les fruits de qui? De Tebboune, parole, et justement, le volet numéro 3 de cette émission, on va montrer pourquoi nous avons des prix astronomiques, faramineux, où les gens n'arrivent pas à acheter une baguette de pain. Vraiment, c'est dommage. Maintenant, le problème, ce n'est pas Tebboune, il n'a jamais été un problème, il ne sera jamais la solution. Le problème et la solution sont ailleurs. Elles sont dans la police politique qui va enfin laisser travailler les gens, enfin laisser les Algériens décider. Mais ça sera imposé par le choix du peuple, par son sursaut populaire non violent. Maintenant, Diefsah, moi, je n'ai pas dit que les élections présidentielles étaient importantes parce que c'est des élections présidentielles, mais parce qu'elles viennent après le Hirak. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas laisser à ce régime faire de ces élections une célébration, une fête de mariage, comme si c'était le deuxième mariage avec Tebboune. Non, moi je dis que c'est important parce qu'il faut que le peuple algérien se ressaisisse et qu'il fasse quelque chose.
les décisions ne seront jamais décidées ouvertement. La police politique, elle existe. Le changement du fonctionnement politique en Algérie sera imposé par le peuple. Il ne faut pas attendre que la pluie tombe du ciel. Et puis, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? L'Algérie nouvelle, on entend ça et je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. On va donner la parole à Simnawar. Simnawar, vous avez entendu ce qu'a dit Hamid Lellou. Bien sûr, la question qui se pose, c'est que, mais aussi Morad Yefsah, la question qui se pose, c'est jusqu'à maintenant, il n'y a pas de débat politique, même sur les médias, on ne voit pas les personnes ou les personnes qui sont déclarées candidats à cette élection invitées par les médias algériens, et il n'y a pas eu d'échange. On n'a pas exactement, les Algériens ne comprennent pas quels sont les programmes des uns et des autres. Donc, on parle seulement de la candidature de Ahmadji Tebboune pour un éventuel deuxième mandat. Et la question qui se pose, les Algériens, bien sûr, il est où donc le débat politique, il est où donc ce débat contradictoire? Simnawar Jadi. Merci, Nasser. Effectivement, le débat se trouve à l'intérieur du pays, se trouve dans les chaînes publiques et privées algériennes. En ce qui concerne nous sommes en démocratie. Et c'est le peuple qui va choisir son président. Et les débats, on n'a pas encore arrivé à échéance en ce qui concerne la campagne électorale. Moi, j'ai assisté chaque soir, je vois sur des chaînes privées ou publiques des débats sur les candidats, sur la politique, sur ce que nous avons fait, ce qu'il reste à faire. Et aussi, il y a des contradictions même sur la politique économique. Il y a des experts qui débattent les problèmes avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais avec toute honnêteté et avec une certaine, ce qu'on appelle sur le plan purement académique. Et pas d'une façon tarannante qui m'engoulou. Nawar Jadi. Ah, je pense qu'on a perdu notre invité. Nawar Jadi. Donc, on a perdu Nawar Jadi. On va essayer de le recontacter. Nos amis de la régie, si c'est possible. Morad Yefsah, je vais revenir vers vous avant d'entamer le second thème de notre émission. Si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que c'est doublement inquiétant du fait qu'effectivement, du point de vue financier, du point de vue entre guillemets économique, l'Algérie est dans une situation, je dirais, favorable à cause, bien entendu, donc de l'amélioration des exportations en hydrocarbures. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays, l'Algérie, qui n'est pas un pays endetté, qui n'est pas un pays qui subit la pression donc des bailleurs de fonds. Et c'est pour cette raison que nous sommes doublement inquiétés. Ça veut dire que dans cette situation favorable financièrement, et malgré ça, le peuple algérien n'est pas soulagé. Le peuple algérien ne bénéficie pas donc de cette situation donc je dirais donc d'embellie financière. On parle, vous avez parlé donc de l'éditorial donc de l'Jeish. J'ai lu cet éditorial et il pose des problèmes, il pose des questions. Donc il y a nécessité de débattre et du fait qu'effectivement que les partis politiques n'ont pas le droit donc de débattre, ils peuvent pas donc questionner donc cette institution qui est un pivot donc dans l'édifice institutionnel et étatique algérien, parce que l'éditorial donc de l'Jeish, il commence par la chose suivante. Il dit quoi? Il dit la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte
et crainte et une économie développée. Mais c'est discutable. C'est discutable. La préservation de la souveraineté nationale d'un pays repose premièrement sur la stabilité de la société. Un peuple qui se reconnaît dans ses dirigeants, un peuple qui se reconnaît dans ses institutions, c'est la meilleure garantie pour la souveraineté du pays. Parce que d'où est-ce qu'elle est issue, donc l'armée nationale? Elle est issue de la société. Si la société est malade, l'armée ne peut pas être indemne. Donc la question, elle est fondamentale. Donc revenons à la source des questions à chaque fois, à la racine des problèmes à chaque fois, pour qu'on puisse avancer. Donc la question, c'est que notre pays a vécu des périodes donc d'instabilité, a vécu des périodes sinistres. C'est parce que la société était malade. Mais pourquoi la société était malade? Parce que le pays n'était pas géré de manière rigoureuse et équitable. C'est parce que le pays était mal géré, parce que la gouvernance était mal effectuée, parce que effectivement, on peut encore citer d'autres aspects. Reste avec nous, Mourad Difsah. Je pense que si Mnowar Djadi est de retour, je ne sais pas s'il est en train de m'entendre. Si Mnowar, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends, si Nasser. Ah, on vous a perdu. Oui. Il y a une coupure. Oui. Je vais vous rendre la parole très rapidement, si Mnowar. Donc, on va essayer de regarder donc cette petite vidéo pendant donc les examens du bac. La question qui se pose, bien sûr, pourquoi la présence des gendarmes dans les classes, donc des étudiants, des lycéens qui voulaient donc passer leur bac, et c'est une image qu'on a vue déjà auparavant aussi. Donc la question aussi qui a été soulevée, est-ce qu'on est dans la militarisation de l'État ou des institutions de l'État? On regarde ces images. احنا اليوم رانا جينا باه نقدموا لكم ارشادات وتشجيعات بمناسبه اجتيازكم لشهاده البكالوريا ان شاء الله 2024 2025. بون ان شاء الله نتمنى لكم كاع النجاح. في الاولى لازم الواحد يكون كما نقولوا معتمد على نفسه، يكون موجد روحه في جميع الميادين. العامل النفسي هو الاساس في نجاح شهاده البكالوريا، واحد ما يخافش. المهم ما تقلقوش ونرجعوا للتركيز، كي ما تركزش يروح لك السيجي، راك خايف تخاف تتقلق ما يباليش يجيك الشوك تروح قرايه عام. تحسبا لاجراء امتحان شهاده البكالوريا دوره 2024 وضعت قياده المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بتيارت مخططا امنيا استباقيا من اجل ضمان السيروره الحسنه، وذلك من خلال التواجد الميداني المكثف لوحدات المجموعه بمختلف تشكيلاتها، وهذا لضمان راحه ابنائنا طيله فتره الامتحان. C'est Mnowar Djadi. Je reviens à vous. Donc, je vous laisse d'abord continuer votre argument avant d'être coupé. Mais la question qui se pose, c'est Mnowar Djadi, le changement que veulent les Algériens, c'est le changement de système, c'est qu'il y ait qu'un libre choix des Algériens par rapport aux gouvernants. Et cette question, pour l'instant, elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle va changer, cette élection présidentielle du 7 septembre pour notre pays? Avant que je réponde à cette question, permettez-moi, c'est ma seule de corriger certaines informations fausses. L'UFLN n'utilise plus les moyens de l'État depuis 1990. Lors de l'approbation de la... tout d'abord, je m'excuse, tout à l'heure, j'ai parlé, je voulais dire la Constitution et non la Convention. Hein. Je ferme la parenthèse. Notre Constitution, le pluralisme politique en 89, l'UFLN est comme les autres partis. C'est un parti politique national. Il utilise ses propres moyens, il vit de ses cotisations de ses militants et nous sommes en même pied d'égalité que l'ensemble des partis au niveau national. Ça, je peux le confirmer, c'est Nassal. Deuxièmement, nous avons, le FLN a soutenu le défunt Abdelaziz Bouteflika, mais en 2019, lors de la présentation de M. Tebboune, candidat,
nous avons soutenu Monsieur Abdelaziz Tebboune, et je vous parle en connaissance de cause, j'étais membre du bureau politique à l'époque. Et je peux vous le confirmer que 80% de la base militante du Front de la Libération Nationale ont voté pour M. Abdelmajid Tebboune. Et je ferme la parenthèse. En ce qui concerne, le vote du 7 septembre, nous sommes convaincus, nous sommes d'accord pour la démocratie en Algérie. Et le 7 septembre, il y aura plus de 15 candidats, et que le peuple choisira son candidat. Et c'est ça la démocratie. Et c'est le peuple qui va choisir le président. Et il n'y a personne d'autre. Et justement, c'est depuis 2019 que M. Abdelmajid Tebboune a assuré la stabilité politique et économique. Et c'est pour ça pourquoi l'Algérie a atteint ce niveau-là sur le plan économique et social. Parce que c'est grâce à la stabilité. L'Algérie est stable depuis 2019. On voit plus هذوك البنوات يتحرقوا في الطريق ومنهبه والدبه يجيب المليونيه ويجي الشارع ويقول نحبها هكذا ونحبها هكذا نسوي با داكور اللي يوجعوا راسو يقول لك انا ما عجبنيش انا البروغرام نتاع الرئيس، ما عجبنيش انا الولي، ما عجبنيش رئيس دائره، ما عجبنيش الولي، انا نروح ندير كراف ونسال سكي سي باسي. ولكن سي محمد سي منور nous avons l'éducation l'université ما بقى لها والو chaque jour كاين des grèves. Et aujourd'hui avec M. Tebboune, qu'on le veuille ou non, il y a la rigueur, il y a la démocratie. ما تحكمش كل il y a la rigueur, on va revenir c'est منور puisque vous parlez de rigueur يعني mais quand on parle de réalisation, les Algériens constatent que la vie est très chère. Il y a une inflation galopante. Il y a des pans entiers des Algériens qui ont basculé dans la précarité. الناس راهي تعاني سي منور يعني حتى même acheter يعني الأضحية c'est difficile pour les Algériens. Quand on voit le prix des moutons est arrivé à 12 millions, à 15 millions même. يعني comment vous voulez que les Algériens vont faire face à cette situation? بزاف اللي يتكلموا معنا ceux qui parlent avec nous c'est منور جعدي. je comprends votre avis et je le respecte, mais ceux qui parlent avec nous, les Algériens, moi, qui nous disent qu'ils vivaient mieux sous l'ère de Bouteflika que de Tebboune. Je dis, si vous permettez, c'est Nasser Khoya. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Je vais vous dire une chose. Est-ce que je vous dis, c'est reconnu par les institutions internationales. Ce n'est pas les chiffres du gouvernement ou d'un ministre. Et malheureusement, j'ai écouté certains de vos intervenants cette semaine, la semaine passée, le mois passé, parler de certains chiffres, évoquer certains chiffres. Évoquer et ramener de certaines informations. Je me demandais d'où viennent ces informations. Et je viens. J'ai entendu parler de vos intervenants que le poulet à Alger coûte 2000 dinars. Ça c'est faux. L'inflation a deux chiffres. Je dis non. Le premier trimestre 2024, avec l'approbation de la Banque mondiale, l'inflation en Algérie, premier trimestre, est tournée autour de 5%. En ce qui concerne l'investissement productif, elle est inexistante. Je dis que les chiffres, je me suis rendu compte, je me suis fait une petite recherche, je me retrouve que tous ces chiffres-là ont été donnés par Jean-Pierre Sirini. Et tout le monde connaît ce bonhomme-là, ce journaliste, cet écrivain, Jean-Pierre Sirini. Il parlait du Maghreb, à chaque fois, il était d'une façon anormale. Il dit que la dette publique de l'Algérie est une catastrophe. Or, la dette publique, elle tourne autour de 47% du PIB. 47%, la norme internationale du FMI de la Banque mondiale, c'est entre 60 et 65%. Et je vous donne le soin, et à ceux qui nous écoutent, qui confirment ça,
par rapport aux autres pays. L'Algérie a une marge de manœuvre de 44 à 65%. Donc, elle est très à l'aise. Le PIB, il parle du PIB de 2002. Il parlait que l'Algérie avait un PIB de 162 000 milliards d'euros. Ça veut dire à peine 22 milliards. Non! Le PIB de l'Algérie en 2022 est tourné autour de 233 milliards de dollars. C'est faux. Il parlait il parlait des investissements. En 2021, l'Algérie, sur le plan budgétaire, 1900 milliards de dinars. En 2022, 1900 milliards de dinars. En 2023, 2700 milliards de dinars. Et sur le budget 2024, l'Algérie débouchera 2800 milliards de dollars d'investissement. Donc, tout ce qu'il a dit, et je termine, il évoque aussi que l'Algérie, que le budget de l'État, il est à 60, c'est-à-dire la fiscalité pétrolière couvre plus de 60% du budget de l'État. Or, c'est faux. C'est la fiscalité ordinaire couvre 60%. C'est la fiscalité ordinaire. Elle était dans un moment donné, il y a 5-6 ans, effectivement, elle tournait autour de 50%. Et c'est à partir de 2022, aujourd'hui, la fiscalité pétrolière représente moins de 40% en ce qui concerne le budget de l'État. Maintenant, en ce qui concerne, si vous voulez que je m'étale sur le plan de Goulik Kibchel'Aïd, j'ai donné la dernière fois une explication. Le réchauffement climatique, ce n'est pas uniquement l'Algérie, c'est tout le globe terrestre. Les grands spécialistes dans le domaine, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils disaient que le 21e siècle, les guerres seront à cause de l'eau et non pas à cause du pétrole et de gaz. Maintenant, le problème de Tiaret, le problème de l'Algérie, malgré, je le confirme parce que je suis du domaine, je travaille dans le secteur de l'hydraulique. L'Algérie a investi 120-140 milliards de dollars durant les 20 années précédentes. Le nombre de barrages, on était à 4 barrages. Aujourd'hui, nous avons 81 barrages et 5 ils sont en voie de réalisation. Les usines du Salmon d'Ozmer, on n'a vu que 3 il y a une dizaine, 5 années, 4 années. Maintenant, nous sommes à 19 et il y a 5 en cours de réalisation qui vont être très bien. On va, puisque vous parlez de la situation socio-économique, on va revoir juste cette petite intro et on va commencer donc à débattre par rapport à ce thème. À la veille de l'Aïd, donc les Algériens, comment ils perçoivent la vie, la cherté de la vie, l'inflation. On regarde cette petite vidéo. ماشي كاين السومه تاع عام الاول وتاع السنه عام الاول 4 ايام ب4.5 انا شريت السنه ب8.5 9 يعني الدوبل والله 50% زايد على العام اللي فات ياسر والله ياسر الزوالي مساكن والله ما يلحق السوق ما شاء الله ولكن الاسوام غاليه ياسر غاليه ياسر فونكسيونير بعد مسكين بعد مسكين اللي كنا نشروها العام اللي فات 6 ولا 11 الغلاء يا صاحبي هذه الغلاء تاع الأضحية بزاف وعلى ما اعتقد راه 70% ما تحيش هذا العام. والله غير السوق راه كبرتو كيما هذا السوق الميم بري كاع راني نهضر تحت الورقله كيف لا ميم شوز كاع النعجه المليحه تجيبها ب8.5 خروف صغير تجيبو بزعاوه خروف قال لك. Donc c'est ça la réalité. Moradif Sah, par rapport à cette question, bien sûr, on a entendu ce qu'a dit notre ami Mnowar Jahdi qui avance des chiffres et que des organisations internationales aussi ont mentionné dans leur dans leur rapport annuel qu'ils ont dit que l'Algérie est en train d'avancer
par rapport à la situation économique et sociale. Qu'est-ce que vous en pensez, Mourad Ifsah? Premièrement, il est important donc de signaler aux téléspectateurs certains faits importants. Monsieur Djihadi apprécie à sa manière les choses. Je pense que, je dirais, les faits sont contraires à ce qu'il dit. Premièrement, en ce qui concerne le financement des partis politiques. Le gouvernement algérien, depuis 2012, a élaboré une loi dans laquelle il a effectivement légiféré sur le financement public des partis politiques en fonction du nombre d'élus qu'ils ont, essentiellement à l'Assemblée et au Sénat et dans les autres institutions du pays. Et je pense que le financement, il est très important. Hein. Donc ça correspond autour de 40 millions de centimes par élu au sein d'une Assemblée. Le FLN étant un parti qui a toujours été favorisé dans les élections, le quota du FLN a toujours été un quota important, ce qui lui permet donc d'avoir un financement relatif au nombre d'élus qui lui ont été donnés. Deuxième aspect, M. Djihadi, il parle donc de l'inflation. La Banque mondiale, elle indique que l'inflation en Algérie est autour de 9%. Donc le calcul qui a été fait pour 2022 et 2023. On ne connaît pas encore pour 2024. Donc il parle pour le premier trimestre 2024 de 5%. On ne connaît pas encore, c'est pas très précis. Mais il est de 9%. Ça c'est un calcul, bien sûr, c'est un calcul, je dirais, général. Pourquoi? Parce que les produits les plus importants qui touchent la vie du citoyen, c'est les produits de première nécessité, et ceux-là par contre ils ont dépassé les 20% d'inflation. Ce qui n'a pas augmenté, ce sont certains produits qui ne sont pas de large consommation, comme les produits de construction, comme les produits certains produits d'industrie, etc., qui sont protégés par l'État. Troisième aspect que je voudrais souligner pour M. Djihadi, c'est quand même, on ne peut pas ne pas le dire. Les 4 derniers secrétaires généraux du FLN sont passés par la case prison ou sont en fuite. C'est important. C'est important. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont soit sont en fuite ou bien sont passés par la case prison, dont l'un est toujours en prison, ou même 2, je crois. Donc c'est quand même important de signaler qu'il y a un vrai problème FLN dans ce pays par rapport à la question de la gouvernance. Concernant effectivement les bons résultats, il y a des projets importants qui sont lancés. Il faut le dire, il faut les discuter, il faut les chiffrer. Mais quand on nous parle de résultats qui sont importants en ce qui concerne l'agriculture, dans l'éditorial de l'Djeish, il revient sur la question de la nécessité de l'autosuffisance. Bien entendu, c'est un aspect important. Mais comment peut-on parler d'autosuffisance quand on qualifie les 3 millions de tonnes qui sont prévues pour cette année comme étant quelque chose d'exceptionnel? Les besoins de l'Algérie pour une autosuffisance rien qu'en blé, est de 11 millions de tonnes. Nous, aujourd'hui, résultat exceptionnel, on va produire 3 millions. Pour atteindre les 11 millions, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est à ce niveau que se situe le problème de la gouvernance. Ça veut dire que les gens qui nous dirigent, si à chaque fois qu'ils obtiennent des petits résultats qui peuvent être satisfaisants à un certain point de vue, mais qui ne sont pas suffisants pour le pays, on parle de l'autosuffisance. Un gouvernant, un responsable, réellement responsable, qui pense au pays, il va dire voilà, pour être autosuffisant, on a besoin de 11 millions de tonnes. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons réussi qu'à avoir 3 millions. Vous imaginez donc encore les efforts qui restent à faire, le travail qui reste à faire. Donc c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. On est loin de l'autosuffisance. On est loin donc de la souveraineté parce que tous les éditos reposent justement sur cet argument qui consiste à dire la souveraineté repose sur l'autosuffisance.
pour ce qui est donc bien sûr de l'alimentation, pour ce qui est donc de se vêtir, du transport et de tous les aspects de la vie du citoyen. On est encore très loin de l'autosuffisance. Donc on est encore très loin de la souveraineté. Monsieur Djihadi, en essayant de montrer les aspects positifs, vous cachez la réalité. Le clientélisme, il bat son plein en Algérie. La gestion du pays n'est pas équitable. Nous avons en Algérie, d'après la Banque mondiale, d'après les institutions internationales, nous avons des milliardaires en dollars. Et nous avons des gens qui travaillent pour 20 000 dinars par mois. 20 000 dinars par mois. Calculez combien de kilos de spaghettis, ou combien de kilos de pommes de terre, ou combien de baguettes pouvez-vous acheter avec 20 000 dinars. Donc nous sommes dans cette situation-là, cet aspect-là, c'est important. Il faut qu'on le débatte entre nous. Ce n'est pas critiquer notre pays, c'est parce qu'on aime notre pays. Qu'on fasse une bonne mesure, un bon état des lieux, si on veut effectivement ensuite mesurer les efforts qu'il faut faire afin donc de nous améliorer. Très bien, restez avec nous, Moradi Fsah. Sur cette question, Hamid Lello, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas, pour entamer donc le troisième thème de cette émission, le volet diplomatique. Tfadal Sihan. Si Morad, il demande à Menouar de débattre, alors que le même monsieur Menouar, c'est bien d'être avec nous, mais déjà vous dites ça veut dire que moi je suis violent. Ça, c'est le refrain habituel des gens qui n'ont aucun argument démocratique. Et je vous défie, monsieur Menouar, je vous défie devant des millions d'Algériens. Votre télévision publique, et les télévisions privées en Algérie, d'inviter quelqu'un d'indépendant, quelqu'un comme moi, ou quelqu'un d'autre en direct et débattre de ces choses. Toutes les choses qu'on est en train de dire. Nous ne critiquons pas l'Algérie. Nous sommes en train de défier toutes les bêtises faites par ce régime. Voilà le problème. Le problème n'est pas nous. Le problème n'est pas l'Algérie. Le problème, c'est le régime policier et le clientélisme qui m'agalha. D'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de débattre parce qu'on est un peu sorti à droite et à gauche. Qu'est-ce que font un caporal qui vient pour motiver les étudiants, les futurs bacheliers? Mais quelle insulte! Alors je me dis, Bouch, un capitaine, un commandant d'une compagnie à la tête de 300 soldats. Alors je me dis, Bouch, un commandant d'un bataillon sur 1500 soldats pour dire que, voilà, vous voulez devenir comme moi je suis un leader. J'ai pris un caporal pour motiver les jeunes. Mais c'est de la rigolade, ça, c'est une insulte. C'est une insulte à notre institution militaire et c'est une insulte à notre jeunesse. Voilà, merci. Très bien. Je vais donner la parole. Tout le respect que je dois aux caporaux, hein, et tout le respect. Parce que la guerre, ce sont les caporaux et les sergents qui la font. Mais motiver les futurs bacheliers, les futurs leaders, amener un caporal pour faire ça, vraiment, c'est une insulte. C'est Menouar Djihadi, je reviens à vous, mais très rapidement, parce qu'on doit donc entamer le troisième thème de notre émission. C'est Menouar, si vous voulez rebondir très rapidement. Très rapidement. En ce qui concerne les quatre secrétaires généraux qui sont succédés à la tête du FLN, nous sommes des militants du Front de la Libération Nationale. Nous sommes des militants. Ce parti a des principes, il a des programmes politiques, économiques, sociaux. Il a un règlement intérieur. Et nous sommes militants du parti et nous ne sommes pas des militants de personnes. En ce qui concerne effectivement chaque parti encaisse pour chaque député 300 000 ou 400 000 dinars. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le peuple algérien aime le FLN. Il donne ses voix au FLN. Et c'est pour cette raison-là que nous avons eu tout le temps la majorité absolue, la majorité au niveau de l'APN. Nous avons la majorité au niveau des APC. Au niveau des APC. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le peuple qui a choisi le FLN. C'est pas la galbe. Il brille le FLN parce que فيه رجال واقفون يبغوا البلاد. En ce qui concerne la production des céréales,
j'ai dit à votre invité, les 3 millions de dinars, on les a réalisés l'année passée, l'année d'après, maintenant nous misons en 2024, la récolte de 2024, Inch'Allah, nous misons sur minimum 6 millions ou plus de tonnes, et non pas de 3 millions. Nous sommes, lorsqu'on parle de l'agriculture, on passe de 20 milliards à 35 milliards. 2024, on va atteindre 40 milliards de production dans le domaine agricole. La pomme de terre, on l'a importée. Aujourd'hui, nous sommes les premiers producteurs de pommes de terre en Afrique et en pays arabes. Et dans les pays arabes. معليش سي منور خلينا ما عندناش بزاف الوقت. On a compris l'idée. Vous avez avancé des chiffres. En ce qui concerne le militaire, moi j'argumente ceci. Moi personnellement, c'est un avis strictement personnel. Ce n'est pas ramener un capitaine, un commandant ou un général devant une classe pour leur dire non. Ça, parce que le peuple, الغالب c'est comme il aime le FLN, il aime l'ANP, الجيش الوطني الشعبي يبغيه كي يشوف اللبسه هذيك يطمئن. والدوله الجزائريه بعثت هذوك لي ميليتور لا توني برك لا توني باش التلاميذ يكونوا مطمئنين باللي يا با دو تريشري، الناس كاع سواسيه قدام الجيش، المواطن كلهم سواسيه. وعلاش سي منور وعلاش يعني في نعم في الدول المحترمه يعني سي منور يعني on voit pas ces images, on voit pas l'armée يروحوا dans les classes, ils vont essayer donc de réconforter les élèves اللي يجوزوا الباك ولا يجوزوا les examens تاعهم. on voit pas يعني هذا الصور هذو. c'est ça la question. معليش ابقى معنا سي منور. Il n'y a aucun pays qui distribue 40 milliards de dollars de transferts sociaux sauf l'Algérie. Très bien. Abqa معنا سي منور. On va entamer la question diplomatique, Sib Nawar, et j'aimerais aussi avoir votre avis par rapport à cette question, puisque cette semaine il y a eu donc la réunion des ministériels du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue donc à Alger. On revient au sujet juste après cette petite intro. L'Algérie a appelé, bien sûr, pendant cette réunion, à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, par le biais d'Ahmed Tebboune, donc qui a exprimé sa volonté de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, dont l'Algérie est membre non permanent pendant les 2 prochaines années. Hamid Lellou, je vais commencer avec vous cette question. Quelle lecture peut-on faire donc de cet appel de l'Algérie à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU? Bon, qu'elle fasse appel, c'est son droit. La primauté, je ne pense pas. C'est pas l'Algérie qui a commencé. Ils le présentent encore une fois comme si c'était eux qui monopolisent la parole africaine, que c'est eux qui sont au devant de toute cette tracasserie diplomatique. Et puis, demander une réforme, demander quelque chose en général, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Et je vais vous donner des exemples concrets. Ils nous ont matraqué avec cette histoire de siège non permanent qu'ils décrivent presque comme un siège permanent. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont se dire que l'Algérie a un siège permanent, à savoir comment ils décrivent ça. Ils ont fait, soi-disant, de cette histoire de Gaza des choses, et j'en ai parlé, j'ai dit qu'ils ont été très très maladroits, c'est pour ça que ça n'a jamais marché. Et enfin, le fait de demander ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Et en fin de compte, qu'est-ce qui marche à l'ONU? C'est les voix des membres permanents, surtout les États-Unis, les Russes et les Chinois. Regardez l'histoire de Gaza. Ils nous ont cassé avec cette histoire pendant des mois et des mois, rien n'a marché, jusqu'à ce que les Américains apportent leur propre plan. Il a été approuvé par le Conseil général des Nations Unies, alors que les États-Unis avaient refusé toutes les autres demandes.
Maintenant, le CAP 10, les 10 pays africains qui font cette initiative, comme l'Algérie, c'est des pieds cassés. Désolé pour l'expression. Ne me dites pas que la Libye a les moyens de défendre quoi que ce soit. C'est un pays divisé en deux. Ne me dites pas que la République du Congo, qui se débat dans une guerre civile fratricide, où la bande de Katanga et du Kivu, où il y a des ressources minérales et ensanglantées par des groupes rebelles et des voyous qui volent les minéraux du pays, vont représenter les intérêts de l'Afrique. Ne me dites pas que la Tunisie, qui est dans un gouffre économique qui étouffe, va représenter les... Non, c'est ça, ils font beaucoup de bruit, rien ne va se passer. C'est comme avec, d'ailleurs, et moi je me base sur des faits. L'autre fait, c'est l'Afrique aussi qui a pris l'initiative du NEPAD avec l'Algérie et le Sénégal. Et où le NEPAD? On n'en parle plus, ça n'existe plus. Gaspiller de l'argent, du temps, faire du vent pour nous faire croire qu'il y a une diplomatie. La réforme de l'ONU va se faire, elle se fera avec les grands de ce monde. L'Algérie, c'est un petit pays, il faut se respecter et il ne faut pas essayer de prétendre faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Très bien, restez avec nous, Hamid Lello. Morad Yefsah, votre réaction par rapport à ça. Rappelons aussi que Ahmed Tebboune, il a été invité en Italie, à Bali exactement, pour le sommet du J7. Et bien sûr, la presse nationale est revenue, la presse algérienne est revenue donc, sur cette invitation qu'elle a essayé donc, de porter comme une... force de la diplomatie algérienne. On peut lire par exemple le titre qu'a titré donc la radio algérienne, Sommet du G7, la participation remarquable du président de la République reflète le retour puissant de l'Algérie sur la scène internationale. Morad Yefsah. Spectateurs, donc c'est quand même important de souligner que le groupe des 10 État africain a été créé en 2005 dans l'objectif d'unifier la position donc, de ces pays donc, dans le cadre des discussions et négociations à l'échelle internationale et faire peser donc, le point de vue donc, des États africains au sein donc, des institutions internationales. C'est une très bonne chose parce que effectivement l'Afrique, en essayant d'avoir ce genre donc d'initiative, elle peut peser mieux. C'est-à-dire qu'un pays pèse beaucoup moins, alors que 10 pays ou peut-être plus donc peuvent peser donc par leur poids, par leur représentation, par leur force à différents niveaux. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, cette réunion bien sûr elle est importante parce que l'Algérie, en tant que membre non permanent donc, du Conseil de sécurité, qui participe donc aux réunions du Conseil de sécurité, mais sans avoir les pouvoirs donc des membres permanents, est une occasion pour soulever un ensemble de questions qui relèvent donc des intérêts des pays, des autres pays non membres du Conseil de sécurité. Troisième chose, il faut rappeler aux Algériens, à tous les gens qui nous écoutent, lorsque l'ONU a été créée en 1945, il y avait 51 États. Aujourd'hui, l'ONU est constituée de 193 États. Lorsque l'ONU a été créée, elle a été créée sur des bases, effectivement, qui favorisaient les États qui avaient donc gagné la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement donc les États-Unis, à l'époque l'URSS qui est devenue la Fédération de Russie, l'Angleterre, la France et la Chine qui a rejoint donc donc dans le cadre donc de ces négociations et qui se sont octroyés le droit de veto comme étant donc le Conseil permanent donc de sécurité donc de l'ONU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU, qui est donc l'organisation donc des Nations Unies à l'échelle mondiale, ils peuvent débattre, ils peuvent discuter, ils peuvent voter des résolutions, mais en réalité, ils peuvent rien décider sans l'aval de ces 5 membres
permanent du Conseil de sécurité, parce que ces 5 membres, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité a la possibilité de bloquer une résolution votée par 190 États à l'échelle internationale. C'est une injustice, c'est une aberration, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc que l'Algérie soulève cette question-là et la pose donc dans le cadre donc des prochaines réunions donc du G7 ou des prochaines réunions donc du Conseil de sécurité, c'est une très bonne chose, tout en sachant bien entendu qu'il y a d'autres États qui sont d'accord avec cette proposition donc de réforme, d'autant plus que actuellement, donc nous constatons qu'il y a un génocide en Palestine contre le peuple palestinien et que des résolutions donc de l'Assemblée nationale des résolutions donc de l'Assemblée générale des Nations Unies donc ont voté donc pour l'arrêt donc de cette guerre, pour un cessez-le-feu, mais malgré ça, bien entendu, avec le veto des États-Unis, donc cette résolution n'a pas été appliquée. Donc il y a d'autres aspects. Nous avons constaté effectivement donc les années précédentes où les États-Unis et d'autres pays comme la France, comme l'Angleterre, etc. dans le cadre de l'OTAN ont décidé sans l'aval des Nations Unies donc d'envahir et de bombarder, de détruire des États entiers, comme la guerre contre l'Irak, comme la guerre contre la Libye et comme les menaces qui sont faites contre d'autres pays. Donc cette question-là est une question qui est, à mon avis, qui est vraiment très importante, qui est à l'ordre du jour, et c'est tout à l'honneur donc de l'Algérie de la remettre sur la table et de la poser et de tenter donc de faire avancer cette question-là avec l'aide donc des autres pays, des autres États. Très bien, restez avec nous, Mourad Yafsah. C'est Mnowar Djadi, comment peut-on lire donc cet appel de l'Algérie à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, bien sûr, mais aussi elle coïncide avec l'invitation d'Ahmed Tebboune en Italie, donc du sommet du G7. Et là, on peut lire la participation remarquable du président de la République, M. Ahmed Tebboune, 3 jours durant le sommet du G7 à Paris, reflète la place qu'occupe désormais l'Algérie dans la cour des grands à l'échelle mondiale grâce à la politique diplomatique dont les contours ont été définis par le président de la République dès son élection à la tête du pays. Mnowar Djadi, quand la presse nationale parle de cette invitation de Ahmed Tebboune ou là même cet appel de réformer le Conseil de sécurité comme étant donc des succès diplomatiques, est-ce que c'est le cas, Mnowar Djadi? Je peux dire que tout le monde est d'accord à ce que l'Afrique aura au moins 1 à 2 sièges au Conseil permanent de sécurité au niveau de l'ONU. Pourquoi pas? Parce que nous avons quand même, il y a 51 ou 53 pays africains. Donc c'est une puissance sur le plan politique. Donc l'Afrique doit avoir 1 ou 2 postes dans ce Conseil de sécurité. Et l'Algérie est pionnière dans ce côté. Depuis 2005, elle milite pour l'Afrique. Et c'est une très, très bonne chose. Mais en ce qui concerne la diplomatie de Monsieur le Président de la République, je dirais bravo à notre Président d'avoir réussi son engagement. Et il a dit en 2019, je me rappelle, et dans son programme, il a dit que l'Algérie reviendra en puissance régionale et internationale sur le plan diplomatique. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que l'Algérie a accueilli et elle a réussi comment dirais-je, le Conseil, plutôt les pays exportateurs de gaz, le sommet des pays arabes. Nous avons notre président, il a sillonné presque, il est parti en Italie, c'est la 2e fois, en Turquie, en Chine, en Russie et au Qatar. Donc, et aujourd'hui, je pense que c'est le premier président de la République algérienne démocratique et populaire a été invité au groupe des 7. Donc l'Algérie est là, l'Algérie est présente sur le plan régional et sur le plan international. Et ça, c'est le fruit de la vision de M. le Président de la République depuis 2019. Et lorsqu'aujourd'hui je vois que l'Algérie a été élue vice-présidente de l'Assemblée générale de l'ONU 2024-2025, lorsque je vois que l'Algérie a été élue
à 185 voix sur 190 au Conseil économique et social des Nations Unies, je dis que bravo. Et comment expliquer donc, Simon Warjadi, comment expliquer l'échec du BRICS, comment expliquer l'échec et surtout la phrase qui assassin, si on peut dire, qui a été rappelée par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a dit que le poids, l'autorité et la position des pays candidats sur la scène internationale ont été considérés pour rejoindre le BRICS. Moi, le BRICS, c'est un avis personnel, en tant qu'analyste et en tant qu'observateur, c'est un avis strictement personnel. La Russie, elle n'a pas pris une position claire en ce qui concerne le Sahara occidental. L'Algérie a pris une position ferme en ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Algérie a tout le temps soutenu la Russie, même en Afghanistan. La Russie, elle n'a jamais pris une position forte. L'Algérie a des atouts. Et la réussite de M. Abdelmajid Tebboune, parce qu'il a des atouts. Il a justement l'atout des grands projets qui ont été engagés ces derniers temps. C'est la force de frappe sur le plan économique. Il attire les Chinois. Le fer, c'est la guerre des nerfs de demain. Le phosphate, le zinc, le plomb. Il y a les terres rares. Il y a le gaz, le pétrole. L'Algérie est en train d'alimenter l'Europe. C'est grâce à l'Europe que l'Europe n'a pas eu de crise dans ce domaine. Et la Russie voulait à ce que l'Algérie bloque le gaz algérien. Et demain, lorsque la guerre sera terminée avec l'Ukraine, l'Algérie, elle va faire quoi avec son gaz ou son pétrole? C'est la Russie qui va l'alimenter. Justement, c'est pour ça que M. Tebboune, il a été tout le temps. J'admirais la souveraineté. Il parlait toujours de souveraineté nationale. Il a tout le temps évoqué la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, la sécurité énergétique, la sécurité sanitaire. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie quand j'entends un président de la République parler de l'autonomie stratégique. Je dis bien l'autonomie stratégique. Même l'Europe, il s'est rendu compte que toute l'Europe est entre les mains des États-Unis. Et maintenant, est-ce que par l'argument que vous avez avancé, Simon Warjadi, par l'argument, est-ce que, parce que on se rappelle très bien, les questions ont été posées par rapport à la visite de Abdelmajid Tebboune en Russie, alors qu'il était attendu en France, est-ce que vous pensez qu'on s'est trompé de partenaire, qu'on a mis tous nos œufs dans le panier de la Russie, si on peut dire? Non, l'Algérie est souveraine. L'Algérie n'a pas de contraintes extérieures. L'Algérie n'a pas de... Comment elle est souveraine, Simon Warjadi? Comment elle est souveraine alors qu'on importe? La souveraineté. Vous parlez souvent sur votre chaîne, vous parlez que l'Algérie ne fabrique pas de... Il y a dans le monde entier, il n'y a que 5 ici pays, grandes puissances qui fabriquent de l'armement. Il n'y a pas 36, il n'y a que 5-6. Il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France, il y a l'Allemagne. C'est 4-5 pays au monde qui fabriquent ce genre d'industrie militaire. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas une spécificité pour l'Algérie. L'Algérie importée, elle n'importe plus la pomme de terre, elle n'importe plus la tomate concentrée. L'Algérie n'importera plus d'ici 2 ans les céréales. L'Algérie n'importera plus les matières premières pour l'huile de table, pour le sucre et pour toute matière première sera fabriquée en Algérie dès 2000. Très bien. Même sur le plan matière première, je termine. Même l'Algérie transformera ses matières premières ici en Algérie pour avoir de fortes valeurs ajoutées. Très bien. Hamid Lellou, تفضل très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. UFLN, l'Algérie, la nouvelle Algérie qui date depuis 60 ans, c'est toujours dans le futur. L'Algérie n'importera plus, l'Algérie fabriquera, l'Algérie fera, l'Algérie sera. C'est toujours le futur et c'est toujours Inch'Allah. Alors on va continuer avec votre Inch'Allah et avec votre futur conditionnel. Voilà.
Sinon, je vais ajouter quelque chose par rapport au G7. Tfadal, si Hamid, vous avez une petite minute, très rapide. Pour ne pas mentir au peuple, Tebboune n'a pas été invité par le G7. C'est pas comme ça que ça marche. Le G7 est organisé par un des 7 pays. Le pays organisateur d'une conférence du G7 a le droit exclusif d'inviter 9 différents invités, plutôt 8, parce qu'il y a le G7 plus la communauté européenne qui est toujours invitée automatiquement. Donc il y a 8 qui viennent. L'Italie qui a accueilli cette réunion avait décidé d'inviter. Et si Nasser, si vous vous souvenez, il y a 6 ou 7 mois, nous avons parlé de la tripartite Algérie, Libye, Tunisie. Et souvenez-vous, je l'avais bien dit, que ça a été fait sous l'impulsion des Italiens. C'est le ministre la première ministre italienne qui a organisé ça, qui est en train de monter cet axe tripartite Libye, Tunisie, Algérie. Et par hasard, les 3 pays sont présents. Et aussi la Mauritanie. Pourquoi? Parce que l'Italie en particulier s'intéresse aux ressources carbone et aussi le combat contre l'immigration clandestine. Donc l'Algérie doit sa présence Merci, Hamid. Invitée. Il n'a même pas le droit de parler. Il n'a même pas parlé ni rien du tout à l'Italie. Et ça s'arrête là. Merci Hamid Lello. Je rappelle, vous êtes directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci Mnowar Jahdi, ancien député président de la commission des transports et des télécommunications de l'ANP. Et vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Mourad Yefsah, consultant, donc membre fondateur du comité de citoyens algériens. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atikum Saha, Qawala Khair.